Et donc il voyait bien que c'était flou, il voit bien qu'on était en mode start-up, full responsabilisation. Et lui, il en a joué quoi. Il dit bon bah très bien, ils mettent pas trop la pression, je fais un peu ce que je veux, comment je veux, et il faisait traîner clairement les dossiers. Nos clients, on n'était pas du tout alignés, ou du moins on n'a pas du tout le même mindset. On s'est dit les choses encore la semaine dernière. On voit qu'on a des façons de voir les choses qui sont d'implication et de vision qui sont totalement différentes. Donc voilà, donc on a dû mettre en place un système de management, de pilotage propre à lui et aussi à sa personnalité. Si on va pour que ça puisse coller entre lui, nos équipes et nos clients. Et le podcast d'aujourd'hui, d'Emmaïs et Lapis, nous sommes avec Étienne, un grand ami, on a fait des études ensemble et on a pas mal voyagé ensemble. Et aujourd'hui, je tiens comme quelqu'un qui est un référent, un papa des référents pour moi, avec sa belle famille et 3 enfants et toute une charge intellectuelle et une expérience intellectuelle qui vient partager avec nous. Comment ça va, Étienne? Excellent, merci Thiago pour l'invitation et la proposition à te joindre sur cet exercice. Super. Écoute, l'idée de ce podcast, c'est qu'on puisse échanger sous forme de projet, en fait, une structure, une méthodologie de projet qui s'appelle DMAIC. Et pour commencer, j'aimerais que tu partages une situation, en fait, qui t'a vécu ou que tu vis actuellement, qui est une situation de conflit ou une situation de problème que tu as vécu pour commencer. Donc ouais, là j'ai une situation au travail qui a généré certaines tensions et on va dire aussi des manques d'efficacité ressentis comme tels par les équipes. On a recruté dans nos équipes quelqu'un au départ en freelance. Il a dû faire quelque chose comme 6 mois en freelance où ça se passait bien parce qu'il faisait juste son job de freelance. On l'a embauché. Et on a fait plusieurs erreurs, notamment il n'avait pas forcément de manager attitré. Et quand il est passé de freelance à CDI, il y a eu on va dire un changement de comportement, des arrêts de travail, un manque de satisfaction aussi, moins de suivi aussi de notre part parce qu'on était en confiance. Donc quand je dis de notre part, c'est le management qui est constitué des 3 patrons de l'entreprise et notamment de moi-même et puis aussi d'une autre personne. Et on a mis du temps à se rendre compte de ces tensions, ces difficultés dans l'équipe. Donc la personne, elle nous a rejoint le 2 janvier 2025 et on a vraiment commencé à se rendre compte de la difficulté ou des tensions que ça pouvait générer que en mars, quoi. Il s'est quand même passé 3 mois. Et dès avril, on a essayé de mettre en place certaines actions correctrices. Donc lui mettre un référent, lui donner un cap clair, mais pris tous dans le quotidien. Et vu que c'était une personne qui est de l'extérieur, sur l'activité extérieure qu'on essayait d'embarquer, on a mis beaucoup de temps on va dire à bien l'intégrer, à l'embarquer, et la personne n'était pas forcément moteur aussi dedans. Si on pouvait la laisser tranquille, elle était bien tranquille. Et c'est que là, donc 22 juillet, on va dire, c'est que là qu'en juillet, on a commencé à bien mieux préciser les choses. On espère qu'en septembre, ça sort. Donc voilà, une situation qui a quand même pas mal dévié de janvier à là aujourd'hui juillet et qui a généré beaucoup de tensions dans l'équipe. Alors Thiago, je sais pas si tu veux rebondir ou si je continue sur le format description Oui, essai-erreur. moi, je veux bien rebondir sur, en fait, ta perspective ou ton point de vue, il est particulièrement intéressant parce que c'est du point de vue de l'employeur, en fait. C'est vraiment une difficulté rencontrée de l'employeur, alors que l'employé, dans cette situation, que, si j'ai bien compris, il était dans sa zone de confort, en fait. Il était là de manière passive et donc tout se passe bien jusqu'au moment où on vient me perturber ou me provoquer ou me challenger face à Et quelque exactement, chose. ça le C'est bien dérangeait ça. pas d'être dans le flou. C'est quelqu'un Oui, de senior, 45-50 ans, qui a lui-même déjà dirigé une grosse équipe de R&D d'une 50aine de personnes, qui a été directeur sur différentes fonctions, notamment aussi dans la fonction publique. Et donc, il voyait bien que c'était flou, il voit bien qu'on était en mode start-up, full responsabilisation. Et lui, il en a joué, quoi. Il dit, bon, bah, très bien, ils mettent pas trop la pression, je fais un peu ce que je veux,
comment je veux, et il faisait traîner clairement les dossiers. Nos clients, on n'était pas du tout alignés, ou du moins on n'a pas du tout le même mindset. On s'est dit les choses encore la semaine dernière. On voit qu'on a des façons de voir les choses qui sont d'implication et de vision qui sont totalement différentes. Donc voilà, donc on a dû mettre en place un système de management, de pilotage propre à lui et aussi à sa personnalité, son va pour que ça puisse coller entre lui, nos équipes et nos clients. Parce que lui, son enjeu, c'est que en plus d'être un peu électron libre et de pas vouloir donner le max ou de faire le fameux extra mile, c'est que c'est quelqu'un quand même, il fait très bien 80% du boulot. Donc c'est quelqu'un qui est quand même expert, qui quand il prend un sujet et qui s'y met vraiment dessus, il fait du très bon travail. Donc on pouvait pas dire tu ne remplis pas le job, on arrête et on va chercher quelqu'un d'autre, parce que c'est en plus un poste où on a déjà essayé 2 personnes et ça n'a pas été des succès. Là, on est sur quelqu'un qui est plutôt en succès quand il se met au travail. L'enjeu, voilà, c'est sur le quand il se met au travail. Et donc là, un des éléments qui vous a provoqué ce déclic, c'était par exemple l'absentéisme que tu as dit, sa posture, de la manière d'être au travail. Et si on prend l'aspect effet collatéral ou plutôt l'enjeu ou l'implication que ça donne, donc quel est quels sont le risque pour l'entreprise euh, en lien avec cette posture, ou si vous ne faites rien, qu'est-ce que se passerait avec l'entreprise? Qu'est-ce que vous Ben, perdez? ouais, le risque pour l'entreprise, c'est qu'on a des missions de conseil qui sont signées, qui doivent être effectuées. Et on en avait quand même pas mal. Il y avait pas mal de missions qui reposaient sur lui. Et lui devait éventuellement piloter d'autres collègues ou consultants pour se faire aider s'il avait trop de charges de travail. Donc ça, il y arrivait assez bien. Il déléguait facilement à ses collègues, mais peut-être prenait pas assez certains sujets en propre. On l'a pas mal challengé donc là-dessus, et on avait aussi des missions avec beaucoup de retard. Donc du coup, c'est des retours de clients, c'est des retours des chargés d'affaires qui ont apporté les affaires, qui ont rapporté les besoins clients. Donc du coup, la frustration, elle vient aussi des équipes avec qui il bosse parce qu'il a tendance à s'appuyer beaucoup sur elle, et la frustration des chargés d'affaires en mode bah, mes clients sont pas contents ou je suis pas content, mes missions n'avancent pas. Et si elles n'avancent pas, bah, on peut pas délivrer, on peut pas facturer, on peut pas encaisser. Et ben, l'enjeu de l'entreprise, c'est tous les fins du mois, il y a les salaires qui tombent, notamment le sien. Bah, si on facture pas, si on encaisse pas, on peut pas les payer les salaires de tout le monde. Je vois. Et je suppose que la même chose, enfin, c'est justement ces éléments-là qui ont déclenché le statut de échec par rapport les deux essais précédents, les deux autres personnes qui étaient au même Ouais, poste. ouais, la statut d'échec, en effet, c'est que les 2 autres qu'on a recrutés étaient pas forcément au niveau. Il y a eu une erreur de recrutement, quelqu'un qui a fait un très bon entretien et qui, pendant 3 mois, pareil, on a peut-être mis un peu de temps aussi, peut-être pas assez de suivi au début, peut-être trop de confiance au début, à se rendre compte que bah, c'était pas du tout la bonne personne. Euh, et puis une autre personne où de même c'était pas le bon profil, quoi. Donc là, c'était la 3e. Donc au bout de 3 fois, on dit, bah, on va apprendre de nos erreurs, on va trouver le bon Ouais. profil. On pense que le profil est bon. En tout cas, on en est toujours convaincu. Voilà, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à l'impliquer, comment est-ce qu'on arrive à le travail, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il communique bien ce qu'il fait, où il fait. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi en télétravail, ce qui est un enjeu aujourd'hui, où nous, Absolument, la ouais. plupart de nos équipes sont quand même plus au boulot. Donc on lui demande sur le lieu de travail, donc on lui demande de venir plus ou de mieux communiquer sur ce qu'il fait, où il est, chez quel client, comment ça avance pour mieux travailler ensemble, quoi. Mais très bien. Mais tu donnes la piste de ma prochaine question. C'est justement quels sont les éléments concrets que, que vous appliquez, que vous mettez en place vis-à-vis de ce développement d'une nouvelle activité, ou pour assurer que un poste aussi important, aussi stratégique pour l'entreprise ne dérive pas à nouveau. Donc, vis-à-vis du télétravail, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Ouais, ce qu'on a mis en place, donc là, à partir du 1er juillet, c'est une feuille de route d'objectifs clairs à atteindre. Donc, c'est-à-dire un nombre de missions à lancer par semaine, un nombre de missions à livrer par mois,
et avec un chiffre d'affaires objectif sur la fin de l'année, sur laquelle est aussi dimensionnée une partie variable de son salaire. Et aussi donc une partie qualitative de son variable, une partie quantitative, donc plus sur le chiffre d'affaires, le nombre de missions sur la partie quantitative, et sur la qualité plus la communication avec les équipes, le bon relationnel, les réponses aux messages, aux emails. Les emails, il y avait des mails qui n'étaient pas répondus pendant 15 jours, ce qui n'était pas acceptable. Donc lundi, un email s'est répondu en 48 heures. Là, on a bien remis les choses à plat avec un système d'évaluation trimestrielle ou de suivi des points pour être sûr qu'on reste bien dans le cadre. Et là, le cadre, il est écrit, il est bien défini, il y a beaucoup moins de flou que ce qu'il pouvait y avoir précédemment. Et donc là, ce qu'on espère, c'est que du coup, entre guillemets, il joue un petit peu moins du flou. Bien. Et comment de ton point de vue, comment tu gères en fait cet aspect-là sans que ce soit un flicage vis-à-vis de l'employé, mais plutôt vraiment un suivi, un accompagnement, en soutien, en support? Ça, c'est une excellente question. Et sur un profil senior, c'est un vrai enjeu. Parce que si on tombe dans le flicage, on va le démotiver et la personne va partir ou risque de partir. Alors, je sais pas si ma réponse est bonne ou correcte. Mais en gros, ma vision, c'est de mettre en place le cadre, le terrain de jeu, et sur le comment il joue dans son terrain de jeu, tant qu'il reste dans le cadre. Ça, c'est sa seniorité, c'est son expertise, comment il fait ses missions chez les clients, comment il manage le truc, quelle est la stratégie. S'il a des questions, qu'il pose les questions, qu'on en discute, qu'on valide ensemble. Mais on va dire sur le comment, il est censé être expert et même meilleur que nous. Donc c'est à lui de se débrouiller. Idem sur son organisation personnelle. Si les missions sont livrées, si toutes les parties prenantes, que ce soit internes à l'entreprise ou externes, sont satisfaites, et que les critères aussi économiques sont atteints, ça nous convient tout à fait. Et à date où on était dans le flou, c'est qu'on n'avait aucune visibilité exactement sur ce qui pouvait être fait, sans que ça tombe dans le flicage. C'est-à-dire que comment on fait, nous ce qu'on souhaitait simplement savoir, c'est comment ça avance, quelles sont les prochaines actions, en quoi est-ce qu'elles consistent et quelles sont les échéances, quoi. Ça, on n'avait pas forcément ces éléments-là, et c'est s'arrêter à ça. Ah oui, je vois. Et étant donné que lui, c'était un expert, un référent qui potentiellement ne maîtrise plus que vous, c'est-à-dire que sa vision de choses est limite beaucoup plus claire que la vôtre, que l'employeur, comment vous pouvez assurer, par exemple, deux éléments, que l'objectif qui a été accordé entre employé et employeur, c'est un objectif suffisamment ambitieux, mais au même temps atteignable, et que lui, qui soit engagé vis-à-vis de genre un contrat, est-ce que vous avez contractualisé l'engagement vis-à-vis de l'attente de ces objectifs? Qu'est-ce que se passe si j'attends pas l'objectif accordé, par exemple? Excellente question. Alors, contractualiser presque. On a fait une fiche d'objectifs sur laquelle en fait vient son P-plan, sa rémunération variable. D'une certaine manière, c'est quand même un contrat sur lequel qui sera Tout à fait. suivi. Et puis la personne est plutôt assez intéressée par l'argent et motivée par l'argent. Donc je pense que ce sera suivi. Donc ça c'est direct. Donc du coup c'est le premier point. Après, est-ce que les objectifs sont mesurables? Oui. Atteignables? Ça reste des estimations. C'est une discussion qu'on a ensemble. C'est proposé, c'est discuté, c'est validé. Si à la fin de l'année on se rend compte que c'était pas atteignable ou que le travail a été fait, que on n'a rien à reprocher et qu'en effet ça n'a pas marché pour X ou Y raison, notamment sur la partie critères économiques, à ce moment-là, ma vision encore, et comment je procède, c'est à nous, employeurs, de faire un geste. Que la personne n'est pas zéro, alors qu'elle a travaillé, elle a quand même apporté de la valeur, certes pas forcément qu'économique, mais elle a quand même apporté. Et, Ah, là, j'ouvre de parenthèses parce que j'ai tout intérêt en tant qu'employeur aussi, que nous sommes, à te coincer un peu dans le mur, mais dans le bon sens. Si on fait un geste
je vais reformuler peut-être pour voir si j'ai bien compris. Mais si l'entreprise fait un geste parce que la personne fait quand même beaucoup d'efforts, qu'elle s'engageait vis-à-vis des objectifs et malheureusement pour diverses raisons, l'objectif n'était pas atteint. Est-ce que ses collègues ou un autre manager, par exemple, qui a un poste similaire, ne peut pas être influencé négativement ou perturbé par la notion, ben, moi aussi, je fais tous les efforts nécessaires pour accomplir mes tâches et mes objectifs, et l'entreprise m'a pas fait le même geste. Est-ce que c'est légitime et honnête vis-à-vis du restant de l'équipe de faire un geste par rapport à l'effort sans avoir obtenu le résultat? Ouais, c'est un excellent point. Alors là, actuellement, je suis dans une plus petite structure. On va dire, on a moins ces enjeux-là. Et j'ai déjà été dans le management de plus grosses structures, de taille d'équipe plus importante. Et en effet, on avait ces enjeux-là. Et oui, il faut être totalement vigilant là-dessus. Du coup, comment on fait? Premier point, ce qu'on espère, c'est la confidentialité, qui est jamais trop garantie. Mais dire bah voilà, on fait un geste, garde-le pour toi, quoi. Les bruite pas. Et si jamais il les bruite, bah l'année d'après, il aura pas forcément de geste ou pas les mêmes auteurs, et on saura lui rappeler que l'année d'avant, on lui a fait un geste, ça s'était su et ça avait semé, on va dire, des problématiques, et donc on était moins en confiance de lui refaire, quoi. Et après, sinon, c'est garder aussi et faire attention de garder une cohérence globale. Parce qu'une personne qui elle a atteint 80% de ses objectifs, qui s'est déchiré, et puis on lui file 80% de sa prime. Si lui qui n'a pas atteint ses objectifs, on lui donne 50%, bah en effet, ça semble un peu facile, et se dire bon bah je vais faire copain avec mes responsables, ils vont bien m'aimer, ils vont avoir l'impression que je travaille, et puis de toute façon je tiens pas mes objectifs, j'aurai quand même 50%. Donc ça, en effet, c'est vraiment dans le discours d'accompagnement, en disant voilà, c'est exceptionnel, c'est dans ce cadre-là, c'est pour compenser ceci, cela, sur des événements et des faits. Voilà, faut que ce soit très factuel, propre à cette année-là, et c'est absolument pas garanti que l'année suivante, il y aura encore ça. Et toujours pousser et animer l'atteinte des objectifs, et ne pas, ça c'est toujours aussi l'enjeu du manager, du coach managérial, ne pas faire miroiter qu'il y aura une compensation à un moment donné, quoi. La compensation, elle arrive à la fin de la ligne d'arrivée, et elle n'est décidée qu'à la fin, on n'en parle pas avant, quoi. Sauf éventuellement de grosses démotivations du collaborateur, et discussions avec les différentes parties prenantes. Mais en effet, faut faire attention oui, faut faire très attention à ça. Incroyable. Je prends note finalement. Je pense que c'est plus pour moi, pour moi-même que pour l'audience. Mais en tout cas, j'ai noté 4 points en lien avec le geste que l'entreprise peut éventuellement offrir à son employé. C'est toujours avec une vision de long terme, donc ne pas nécessairement, enfin, bien aligner qu'il s'agit d'une vision de partenariat finalement de long terme et pas un fait ponctuel. C'est un geste à l'instant T, mais qui représente un intérêt de long terme. Garder une confidentialité vis-à-vis de chez elle, ce geste, parce que sinon, avec la vision de long terme, ben en fait la vérité va dire que ben la personne n'a pas su être garder la confidentialité, donc ça blesse un peu le rapport. Cette recette, finalement, c'est plutôt une recette adaptée à de petites équipes plutôt que grandes équipes, parce que sinon, rien que la confidentialité sur une équipe d'une centaine de personnes, ben, c'est beaucoup plus difficile à gérer, j'imagine. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi la notion que tout ça doit être un accord ou une conversation qui doit avoir lieu après la ligne d'arrivée. Ça, j'ai bien aimé aussi. Sinon, ça risque d'alimenter de faux espoirs, peut-être, c'est ça? Ouais, exactement. Dire que bah il y aura peut-être quelque chose, une compensation. Reste voilà, dire à la personne, c'est pas. Enfin, je sais que tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu as fait quand même une belle année. Reste focus. On, il y aura quelque chose qui sera fait, quoi. On t'attendra, on sera pas, même si t'es à, je sais pas, 0 ou 30%, ou enfin, t'auras quasiment pas de prime. Garde confiance, reste focus, et le reste après, c'est de toute façon un acte managérial. Une prime, c'est une relation d'humain à d'humain.
et ça peut être compensé par une prime exceptionnelle pour le super boulot effectué, quand bien même ça n'a pas apporté de valeur. Alors ça, c'est surtout vrai sur les parties, on va dire, objectifs quantitatifs. Puis après, il y a la partie aussi objectif qualitatif que la personne peut atteindre plus facilement en faisant son boulot. Donc déjà, elle perd pas tout, elle perd juste une partie. Et cette prime-là aussi, en étant exceptionnelle, écrite de telle sorte aussi sur son bulletin de salaire, dans les éléments de paie, elle peut, même si elle l'en communique, je me souviens de situation autour d'elle, je sais pas, autour d'un apéro, en disant j'ai une prime exceptionnelle, etc. S'il y en a qui viennent après en disant bah pourquoi moi j'en ai pas, c'est dire bah tu te rends compte quand même de regarde cette personne, tout ce qu'elle a fait, c'est pour ça qu'elle a eu cette prime-là, et parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, et le dire aussi, parce que les gens savent aussi entre eux qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, il faut savoir le dire aussi en tant que manager, bah, que telle personne a eu une prime exceptionnelle, parce qu'elle a quand même eu des succès, quand bien même elle n'a pas atteint ses objectifs qui lui étaient fixés. Et je trouve ça D'où aussi rassurant. l'aspect mesurer les efforts pour que la personne mérite le geste. C'est pas un geste de genre un cadeau, c'est un cadeau mérité entre guillemets. Exactement. Il y a une notion de méritocratie derrière ça. Enfin, je fonctionne beaucoup à ça. Et puis c'est rassurant aussi pour une autre personne, parce que bah, peut-être que demain, du coup, dans telle entreprise ou telle équipe, peut-être que j'aurai des objectifs que je n'atteindrai pas. Mais si j'ai fait du bon boulot, si j'ai bossé dur, bah, derrière mon manager, il sait quoi, il le sait, et il saura, ou du moins il sait le faire aujourd'hui, et éventuellement demain, il saura à nouveau le faire, quoi. Et Excellent. c'est, je pense, aussi rassurant. Ouais. Si on prend un peu de recul par rapport à cette situation qui existe, c'est pas la première, c'est pas la dernière malheureusement, mais c'est une situation en fait que je dirais même inévitable pour n'importe quelle entreprise ou n'importe quel manager et indépendamment de son activité. Et que ces types de situations, c'est une situation énergivore en fait pour tout le monde parce que ça dépense, enfin l'énergie pour organiser, pour amener cette clarté que tu as dit, pilotage, suivi, soutien, c'est quelque chose qui nous consomme beaucoup d'énergie. Ça, je dirais, c'est peut-être un petit pourcentage de ton vrai travail parce que tout ça c'est la non valeur ajoutée finalement nécessaire, mais c'est pas la valeur ajoutée vis-à-vis du client final en plus de ton métier et en plus, et là je rentre dans une nouvelle, un nouveau périmètre qui c'est côté famille, que je sais que, comme j'ai dit au début, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup avec le pilotage, si on peut ainsi dire, de et gestion familiale. Euh, Comment tu gères en fait cette charge de travail, cette charge cognitive finalement entre des aspects managériaux de non-valeur ajoutée, ton vrai métier et l'aspect famille, en plus de ta santé, de tout ton loisir. Comment tu gères tout ça? On peut se demander. C'est une Ou excellente tu gères pas? c'est une excellente question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. La réponse basique, c'est on fait au mieux. On essaye de faire au mieux. Après, c'est beaucoup aussi de communication avec son conjoint, sa femme, parce que chacun peut avoir une problématique au travail en disant c'était prévu que ce soit moi ce soir, mais au final je peux pas, j'ai une grosse problématique. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre le relais? Donc, faut savoir être flexible aussi et avec son conjoint. Je dirais que c'est quand même c'est ce qui facilite et qui rend possible aussi c'est la partie responsabilité managériale et pouvoir du coup à côté de son travail dire bon je pose pas le crayon, hop je vais chercher les enfants ou c'est la crise. Mon conjoint peut assurer. S'il peut pas assurer, là faut dire désolé, là faut vraiment que j'y aille parce que les enfants ça reste quand même le numéro un. L'objectif numéro un et normalement les gens le comprennent. Dire désolé, même un client, faut savoir aussi libérer sa parole. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps, hein, mais savoir dire à un client là désolé je peux pas. Faut que j'aille chercher mes enfants. On voit ça plus tard ou demain, quitte à générer une insatisfaction, mais être ok avec ça. En disant de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a une deadline, il y a une date butoir. L'enfant, faut aller le chercher à telle heure, à la crèche ou à l'école. Il n'y a pas le choix. Donc, faut savoir le dire, être ok avec ça, et du coup aussi l'accepter. Et ça prend aussi du temps.
être ok de dire c'est ok de poser le crayon, de partir, de le dire aux autres et de pas avoir trop de ressenti, de colère de ressenti, parce que Mm. si on l'a, et si je l'ai eu, hein, en fait on arrive énervé. On arrive énervé, on arrive en retard, ça se reporte aussi sur l'enfant, ça se reporte sur le conjoint et on ramène beaucoup de ressentis à la maison qui vont générer des tensions et donc là on ramène tout ce qui fait que ça va on va passer une mauvaise soirée quoi. Donc ça c'est réussir aussi à souffler, à dire c'est ok de poser stylo, c'est ok, tant pis, le dossier client il sera en retard, on prévient le client. En fait, le tout l'enjeu c'est souvent dans la relation humaine, hein, c'est la communication. Communiquer avec le client, désolé, j'ai un impondérable avec mes enfants, désolé, j'ai une problématique et être ok avec ça et savoir le dire, pas avoir honte de le dire ou pas avoir une retenue. Et quand je trouve que quand on est ok et aligné avec ça, les choses deviennent plus faciles. Et Excellent. Donc, idem, je fais du sport collectif et on a des obligations en sport collectif. Quand on n'est pas là, ça fait un trou, etc. Pareil, quand on a 3 enfants, un job prenant, à mon équipe, je dis moi du coup, je ne peux pas avoir un rôle de pilier de l'équipe parce que en fait, je serais pas capable de tenir mes engagements et être ok avec ça. Et du coup, je fais le pas de côté, je ne pourrais pas, donc je serai un remplaçant. Je serai à côté, je serai là-dessus, je m'engage. Par contre, ça, je peux vraiment pas m'engager. Mais je serai remplaçant. Et au final, ça se trouve, on sera toujours là. Mais au moins, on a été clair avec les autres que, du fait de sa situation, tout le monde est au courant que, pour toi, c'est chaud, que c'est compliqué, que tu vas faire le max. Mais au moins, comme ça, tu vas pas générer de déception aussi, de trop forte attente auprès de ton entourage en leur donnant tes enjeux et dire je ferai au mieux, mais voilà mes contraintes. Je peux m'engager sur ça, mais ça je ne sais pas et on verra au fil de l'eau et comme ça la personne qui a la charge de piloter ira chercher des personnes qui seront capables elles de s'engager et comme ça on va pas générer trop de contraintes, de tensions, on va pas se mettre en tension, ça va être un peu plus fluide et après on est obligé de lâcher sur ses loisirs. Et ça, au début, c'est dur. Et surtout, j'ai l'impression, en tant que, tu vois, que garçon, on a plein d'activités, on est un peu libre, on met du temps. Moi, ça a été dur. Et là, ça se compte ce changement, il se compte en mois et en années avant de bien le vivre et dire bon ouais c'est ok, je vais moins faire telle ou telle activité, je vais être moins libre pour ça, je vais moins faire ça. Ouais, au début on est frustré, c'est normal, mais après voilà, faut se dire que c'est ok. Peut-être que ça reviendra un jour, mais il faut le dépasser parce que sinon en fait on, on va porter un fardeau quoi, un gros sac à dos quoi. si je prends un recul énorme par rapport nos vies, en fait, tout ce que tu as dit par rapport la situation problème professionnel où tu avais un manager qui avait une posture passive et qu'il n'y avait pas de contrat, de clarté, de suivi et qui la vision elle était floue. Mais finalement, quand on fait le parallèle avec nos carrières, nos vies de famille, nos vies de sport, c'est pareil en fait. Tant qu'on n'a pas une visibilité, une clarté de qu'est-ce qu'il faut renoncer finalement, comme tu as dit, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments, en fait, on arrive nulle part, on tourne en rond, ça génère de la frustration éternelle. C'est un peu ça. Ouais, exactement. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se dise bon là il faut faire un choix et en effet choisir c'est renoncer. Tu as dit dire et puis être même si c'est pas le choix qu'on a envie de faire. Se rendre compte qu'à l'évidence pour le bien de tout le monde autour de soi et du coup aussi de soi, au final c'est quand même une bonne décision même si on n'a pas envie d'arrêter telle ou telle activité ou de faire ci ou ça, on est obligé de changer. Et ce parcours-là, il est vrai dans toute la vie, on va dire affective. Quand on est célibataire, on est libre, on fait un peu ce qu'on veut. Après, on a un peu des contraintes au travail, mais bon, ça va. Faut travailler pour pouvoir avoir des loisirs, donc ça va encore. Mais après, on rencontre une personne.
on se met en couple. Déjà, on la rencontre. Après, on se met en couple. On installe. C'est que des compromis, des ajustements. On est obligé de lâcher des choses. Et puis, après, il y a un enfant, deux, trois, un boulot en effet peut-être plus prenant, des déplacements à l'étranger. Donc, beaucoup de communication pour gérer ça. Pour, si je prends là, si je tire un peu là, faut savoir lâcher aussi à côté. Et ça, en effet, ça passe par par un maximum de communication et savoir aussi dire ce qu'on a envie des fois de faire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Tu vois, un truc qui est pas passé, je repense à notre voyage et notre discussion l'année dernière, début 2024. Super opportunité, j'étais disponible, j'avais pas de boulot, ça pouvait partir, mais voilà, ma femme m'a dit non, tu ne peux pas partir 10 jours, c'est impossible, impossible. Et alors qu'au final, tout était aligné, ça tombait parfaitement sur tout. Mais là, ma femme me disait non, là, c'est impossible, je peux pas gérer les enfants toute seule Ouais. pour 10 jours. J'en ai pas l'envie, pas l'énergie, pas la motivation, donc non. Et Ouais, en fait, et d'ailleurs, c'est vrai que ça pourrait être et ça a été un cas concret de compromis et de choix, et comme quoi il faut renoncer parfois de choses, et ce choix ça paraît facile après, mais à l'instant T, c'est extrêmement difficile, ouais, de faire surtout ce quand ça fait compromis. partie d'un petit rêve, te dire putain, ce Ouais, truc-là, je veux ouais, le faire. Là, en ce moment, je suis entre deux boulots. J'ai des comptes à rendre à personne, à part à ma femme, tu vois, et mes enfants. J'ai pas de problème d'argent pour y aller. Mais là, c'est ma femme qui dit, bah non, tu peux pas partir 10 jours ou 2 semaines pour du loisir. Ça aurait été pour du travail, pour amener de l'argent pour la famille, elle aurait peut-être dit oui. Mais pour du loisir, pour elle, ce n'était pas possible. Parce qu'en contrepartie, c'est sûr qu'elle aurait dû gérer matin, soir, un week-end toute seule, etc. Et dans son état actuel, à ce moment-là, c'était pas possible. mm. Et donc là, faut Et dealer d'ailleurs, avec cette frustration et je faire en profite sorte pour, vas-y, que vas-y, ça vas-y, génère pardon, pas excuse-moi. et il disait, et là, faut dealer avec ça. Il faut pas que ça pourrisse la situation, que ça part en conflit ouvert, parce qu'au final, du coup, en fait, il y aurait trois perdants. Trois perdants parce que toi, avec ton voyage, toi avec ta femme, et Ouais, puis ta femme avec toi. ouais, Donc là, il vaut mieux c'est vite vrai. passer en disant, tant pis, ça fait chier, mais tant pis, et juste être frustré, toi, avec ton voyage, et tu gardes ça pour toi, et tu essaies de faire en sorte que ça impacte pas trop ta relation avec l'autre pour pas que ça pourrisse d'autres choses, quoi. Alors que Et tu es d'ailleurs, déjà hyper c'était, frustré de cette situation-là, quoi. ouais. Et cette situation, pour moi, elle était particulièrement intéressante parce que, vu de la même situation d'un autre point de vue, c'est que, en fait, c'était en effet notre voyage de rêve que je pus la faire finalement. Mais ce qui était intéressant avec un peu de temps passé maintenant, c'est que, en fait, j'ai compris quand tu m'as expliqué que tu aurais pas pu venir alors que j'étais persuadé que c'était notre voyage de rêve. J'ai compris aussi que le contexte n'était pas totalement favorable finalement. Alors que si j'étais pas père à ce moment-là, je pourrais pas comprendre, bah tiens, mais c'est le voyage, c'est l'opportunité qu'on a rêvé pendant des années, toute notre vie. Pourquoi tu refuses cette offre, entre guillemets, cette opportunité? Et là, j'ai compris, en fait, à tel point que, je sais pas si tu te rappelles, mais je vais pas insister, parce que ouais, c'est vrai que ça, il y a en plus la vision de long terme, où on peut se dire, mais ça, on aura d'autres opportunités maintenant qu'on a une maturité, et que perturber le rapport du couple, ça n'aide à rien à long terme. Peut-être que futurement, on va pouvoir faire ce même voyage en famille même, enfin, profiter Ouais, même plus que exactement. Et puis, la première expérience. exactement. Et après, tu peux forcer, mais tu vas Oui, détériorer la relation. Tu vas peut-être pas forcément passer un bon voyage parce que tu vas te prendre des messages incendiaires, tu vas te faire insulter à distance par ta femme. Ça va te manger le cerveau. Du coup, oui, pendant ton ouais. voyage, tu seras pas bien non plus. Tu seras pas forcément. Et du coup, l'expérience n'a plus là du tout la même saveur, quoi. Donc, Absolument. et ça c'est aussi important. Et en effet, la contrepartie de ma femme, parce que dans une bonne communication, il y a toujours de la négociation, c'est de dire, t'inquiète pas, on le fera et on ira en famille. Mm, tout à fait. Ah ben, j'ai hâte que ça se passe comme ça, en tout cas. Bientôt d'ailleurs, on a besoin. Très bien.
Étienne, pour finir, imagine que maintenant tu as un micro ouvert et le message que tu vas passer sera traduit et va passer par tous les canaux qui existent au monde, de sorte que toutes les personnes qui ont besoin d'écouter ce message vont recevoir ce message. Quel serait le message que tu passerais vis-à-vis de ce qu'on a échangé ici? C'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc, tu as 1 minute. Imagine que tu as 1 minute pour changer la vie de quelqu'un, lui passer un message, une astuce. Quel serait ce message? Euh, Si possible, il faut rien garder pour soi, il faut communiquer un maximum et être le plus transparent possible. Peut-être que ça va fermer des portes, mais sur le long terme, ça va en ouvrir et ça va créer une situation, on va dire, de confiance. Ce qui est un peu l'inverse de la politique, où on va essayer de faire en sorte que les gens prennent des décisions par des techniques de communication ou autres. Moi, je suis un peu à l'opposé et je fais confiance. Et je dis, si en exprimant clairement, en donnant la visibilité, en donnant une direction, en expliquant ses motivations, on devrait pouvoir avoir l'adhésion de tout le monde sans avoir besoin par des techniques de communication. Alors ça marche plutôt dans sa vie personnelle ou dans un, on va dire professionnel, dans un cercle très proche. Après, c'est sûr, si on doit manager des personnes de niveaux sociaux totalement différents, d'univers totalement différents, je pense que ça ne peut moins fonctionner, ou du moins c'est beaucoup plus long. Mais dans un univers, on va dire, si on a la chance de travailler, on va dire dans un cercle proche en confiance, qu'il faut vraiment pas hésiter à se dire les choses et ça permet de gagner un temps monstrueux. Énorme. Et moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, en grande ligne de notre échange, c'est la notion de vision de long terme, comme tu viens de répéter d'ailleurs, et une prise de recul pour analyser la situation sans prendre trop personnellement les choses. Super sympa. Écoute, un échange très profond. J'espère que c'est qu'ils nous ont écoutés, ils ont apprécié. Merci beaucoup encore une fois, Étienne, de ta disponibilité. Un grand plaisir. Je pense qu'on va se croiser bientôt dans un petit mois à nouveau. Après quelques mois, même quelques années déjà sans se voir. On se voit pas régulièrement, mais en tout cas, j'ai l'énorme satisfaction de pouvoir te rencontrer de temps en temps et avoir le ressenti que c'était hier qu'on se croisait encore, qu'on a voyagé ensemble, etc. Un grand merci à toi et je te souhaite une bonne continuation et bonnes vacances peut-être si tu pars en Merci vacances. Thiago. Yes, vacances prévues sur le mois d'août. Excellent, super. À bientôt. Salut Thiago.